Bienvenue sur la radio du Lotus. Fidèles auditeurs de la radio, venez nombreux à l'écoute des émissions sur la philosophie spirit. Avec notre ami Charles Kempf, du mouvement spirit francophone. Le mardi soir, à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. tlk.io/radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus au micro, accompagné de Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Ça va? Ça va. Voilà. Prêt à passer notre soirée spirit? Ah oui, comme tous les mardis. Ah, c'est bien ça. Et oui, exactement. Et nous sommes avec, bien sûr, Charles Kempf. Bonsoir Charles. Bonsoir Michael, bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Ça fait plaisir. Charles. Merci Charles encore d'être avec nous. Mais merci à vous, toujours pour organiser ces émissions. Ben c'est normal. Alors normalement, je pense qu'il est à Caro avec nous, hein, Caroline, mais là pour l'instant son micro n'est pas allumé. Enfin ça va fonctionner, il n'y a pas de raison. Mais bon, juste pour dire que normalement elle est avec nous. Voilà. Alors sinon, vous pouvez vous connecter sur le chat. Bah Daniel, vas-y, je te laisse présenter l'émission et le chat, parce que Daniel a choisi le thème. Alors comme ça va être lui qui va nous expliquer, parce que c'est Daniel qui aime bien choisir. Voilà, ok. Merci, Mika. Donc, pour le chat, vous tapez tlk.io/la radio du Lotus en minuscule, je répète. Donc, oui, j'ai dit autre chose. Pas le là, ouais. Ah oui, radio, oui, effectivement. tlk.io/radio du Lotus. C'est bon comme ça? Voilà. Oui. Tout en minuscule, tout attaché, puis vous remplissez surtout le champ name en anglais, non, hein, donc pour qu'on vous puisse vous voir sur le chat en fait. Hein. Voilà, alors ce soir on va parler d'un sujet qui est quand même très très intéressant, d'ailleurs un sujet de base hein, pour au niveau du spiritisme, hein, c'est comment dirais-je, la preuve et de l'existence et de la survie des esprits. Hein. Ça, c'est donc Charles va nous parler de ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va en faire d'ailleurs peut-être 2 ou 3 émissions, hein, Charles, je pense. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ce soir. Voilà. Donc, je passe le micro à Charles. À toi, Charles. Oui, Daniel. Alors effectivement, c'est vraiment un sujet absolument fondamental, quoi. C'est parce que tous les courants spiritualistes, hein, donc il se dit spiritualisme dans le sens qu'il existe autre chose que juste de la matière, donc spiritualiste par opposition à matérialiste, partent de cette constatation, de cette démonstration, de cette conviction qu'il existe autre chose que de la matière tangible dans l'univers, quoi. Hein. Et c'est le fait d'avoir des preuves de l'existence de l'âme, hein, et ensuite de la survie de l'âme à ce qu'on appelle la mort. C'est très important d'en avoir parce que pour une personne qui est matérialiste, c'est quand même un grand pas. Hein, c'est un changement assez fondamental pour passer du matérialisme au spiritualisme. Hein. Donc voilà. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres personnes pour lesquelles elles ont déjà cette notion, de l'existence et de la survie de l'âme de façon innée, quoi. Hein. Elles y croient de façon, je dirais, naturelle, sans même avoir besoin de preuves. Hein. Mais bon, les preuves sont quand même importantes, hein, parce que parmi toutes les personnes qui croient qu'on a une âme et qui croient que l'âme survit à la mort, il y a toutes les religions traditionnelles, hein, ou pratiquement toutes. Hein, la quasi-totalité des religions traditionnelles partent de l'existence de l'âme et de sa survie après la mort. D'accord ? Donc,
toutes les personnes religieuses ou catholiques, par exemple, hein, pour notre pays, ou protestantes, ou même dans l'islam, hein, parlent enfin, c'est un des points fondamentaux de leur enseignement, mais qui est présenté de façon dogmatique, c'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, donc il faut y croire, même si on vous donne pas de preuves, même si vous comprenez pas, hein, parle justement de cette existence de l'âme, d'accord? Alors, le spiritisme a une approche un peu différente, quoi. C'est-à-dire que lui, il donne des explications, hein, donc il cherche pas à imposer des dogmes et encore moins à imposer des croyances, hein, parce qu'imposer une croyance, c'est pas possible, hein. Chaque personne croit ou ne croit pas, elle a sa liberté de conscience, hein, bien qui sûr. est dont on a déjà parlé quand on a parlé de liberté, hein, et de croire ou de ne pas croire. Voilà. Et bon, après, il y a des personnes qui étaient matérialistes et qui se sont rendues, disons, que les preuves ont réussi à convaincre qu'effectivement, il existe autre chose que la matière physique et tangible telle qu'on la connaît, hein. Alors, pour être bien clair, quand je parle de matière physique et tangible, c'est tous les atomes, hein, du tableau de Mendeleïev, évidemment toutes les compositions de ces atomes qui forment toutes les molécules, tous les corps simples, etc., hein. Mais c'est aussi toutes les particules, hein, toute la physique des particules, et c'est aussi toutes les choses, alors que je classe justement dans le paradigme matériel, matérialiste, mais qui ne sont pas à proprement parler matériels, comme la lumière, les ondes Les ondes l'électricité et le électromagnétiques. Ouais, magnétisme. ouais, ouais. D'accord? Ils sont pas, on n'a pas encore, enfin si, le magnétisme, enfin l'électricité, on a trouvé son vecteur, hein, ce sont des charges électriques qui se déplacent, hein, notamment des électrons dans les matériaux conducteurs, par exemple, hein. C'est ça, ouais. Le magnétisme, c'est le déplacement de ces charges électriques qui créent un champ magnétique, hein, l'aimant qui attire les éléments comme le fer, par exemple, hein, ou les électroaimants, etc., toutes les applications qu'on connaît. Et la lumière aussi, on la connaît sous le concept, même si si la masse est nulle, la masse du photon est nulle, hein, la lumière, la conception de la lumière dans notre physique matérialiste d'aujourd'hui, c'est par la dualité onde-particule, c'est à la fois le photon et à la fois donc une onde, hein, ou une onde électromagnétique. D'accord? Donc c'est ça que j'appelle matière, hein, d'accord? Tout ce qui est matériel, tangible, tout ce qui suit le paradigme matérialiste et qui est étudié par la science et notamment par la physique ou la chimie, ou la physique des particules, la mécanique quantique, etc. D'accord? Et c'est ce qu'on perçoit donc en général par nos sens, hein, la vue, hein, on perçoit donc Les les photons. photons, hein, les rayonnements les lumineux, hein, les rayons lumineux. Par l'ouïe, bon, c'est des ondes acoustiques, hein, par le toucher, par l'odorat aussi, on arrive à détecter certaines molécules aromatiques. Oui, Hein, tout à fait. voilà, donc ce sont nos cinq sens. Et quand on parle justement de l'âme, eh ben l'âme, elle n'est pas matérielle dans dans le sens que je viens de définir, hein. L'âme, elle interagit aussi sur la matière, notamment sur le vivant, hein, mais on sait que les esprits peuvent aussi, dans certains cas, faire léviter des objets, à faire des apports, bouger des tables, etc., hein, donc peut aussi agir sur la matière inerte. Mais l'âme n'est pas encore l'objet, hein, dans son immatérialité ou dans sa semi-matérialité, pour être plus précis, n'est pas encore l'objet d'études de la science matérialiste et de la physique pour l'instant, actuellement, hein. D'accord? C'est là qu'il peut y avoir des confusions aussi, et c'est difficile à comprendre, hein. C'est pas forcément évident à comprendre, hein, justement. Voilà. Alors, je vais en profiter pour répondre à une question que nous a mis Caroline sur le chat, hein. Peut-on rappeler la différence entre âme, esprit et père-esprit? D'accord?
Alors, l'âme et l'esprit, il n'y a pas beaucoup de différence, sauf que on utilise plutôt le mot âme quand l'esprit est incarné et on utilise plutôt le mot esprit quand l'âme est désincarnée. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Hein, c'est-à-dire que le monde des esprits, c'est des esprits désincarnés. Par contre, sur Terre, il y a en ce moment 8 milliards d'âmes. Donc ça veut dire 8 milliards d'esprits incarnés. Voyez? C'est dans ce sens-là que Kardec utilisait ces mots. Alors c'est vrai que les mots sont assez ambigus, mais c'est dans ce sens-là que Kardec utilisait les mots. Et puis que moi j'aime bien suivre ce principe hein, qui est quand même assez clair et assez simple à comprendre. Voilà. Mais sinon, il y a pas d'autre différence fondamentale entre les deux. D'accord? Ensuite, Pour le le Père Père Esprit, ouais. Esprit. Alors le Père Esprit, c'est il est ce qu'on appelle, c'est le corps spirituel. Hein. Il est ce qu'on appelle semi-matériel, c'est-à-dire qu'il est matériel, mais pas de la même densité que la matière telle que j'en ai parlé au début et qui est étudiée par la physique matérialiste. D'accord? Aussi dense, quoi. Voilà, c'est-à-dire que personne jusqu'à présent n'a été capable de produire un appareil pour détecter les père-esprits, hein, pour les filmer. Alors il y avait bien le Spiricom, il y a la transcommunication instrumentale, il y a plusieurs tentatives qui sont faites, hein, mais aucune n'est vraiment fiable et a montré son efficacité. D'accord? Et une des difficultés par rapport à cela, c'est que justement, pour que le Père Esprit puisse interagir sur la matière, il y a besoin d'un certain nombre de conditions, hein, notamment la présence d'un médium à effet physique. Hein. Hmm. Maintenant, il y a des cas où le Père Esprit, ou donc le corps spirituel, agit directement sur la matière. C'est dans le cas du vivant, tout ce qui est vivant, d'accord? Et donc là, on touche déjà au sujet d'aujourd'hui, qui est les preuves de l'existence de l'âme. Eh ben, une des preuves qu'on peut voir, ben, c'est dans le phénomène de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Quelle est la différence entre une personne une minute avant sa mort et une minute après sa mort? Hein, la médecine n'est pas capable de le dire. Elle sait détecter des symptômes, l'électroencéphalogramme qui est plat, le cœur qui s'arrête de battre, certaines fonctions vitales qui s'éteignent, mais pourquoi hein, le cœur s'arrête de battre? Pourquoi est-ce que l'électroencéphalogramme il devient plat? Comme ça, une minute avant la mort et une minute après la mort. Hein, ça, la science n'arrive pas encore à l'expliquer, hein, ce phénomène de la vie. Et il y a beaucoup d'autres points qui sont liés à cela. Hein. C'est, euh, comment dire, on en a déjà parlé ici hein, plusieurs fois. C'est quand on voit, par exemple, prenons l'être vivant le plus élémentaire qui soit, hein, c'est-à-dire une cellule, d'accord? Ben, aujourd'hui encore, la médecine progresse hein, dans l'analyse du fonctionnement de la cellule. On a bien avancé, on sait très bien quelles sont les différentes composantes des cellules, quel est leur rôle, comment se produisent les échanges électrochimiques au sein de la cellule. On est même allé aujourd'hui un peu plus loin en démontrant qu'il y a des nanostructures hein, ce qu'ils appellent les microtubules qui existent dans les cellules, hein, dans lesquelles se produisent également des phénomènes quantiques. Hein. Donc, on a bien avancé, je dirais, sur la compréhension d'une cellule, mais On aujourd'hui, rentre progressivement dans l'infiniment petit encore, quoi. Donc, voilà, c'est ça, c'est de l'infiniment petit. Mais aujourd'hui, par exemple, on n'est pas capable de prendre les atomes de carbone, d'oxygène, d'azote, enfin, toutes les briques, tous ces atomes qui sont les mêmes atomes que la matière minérale normale hein, du tableau de Mendeleïev, pour les assembler pour constituer une cellule vivante. Hein. On n'a jamais su le faire. On n'est pas capable, alors on est capable de cloner, de copier, hein, d'utiliser des mécanismes connus de division cellulaire et autres pour copier ou pour cloner, mais prendre les éléments chimiques et puis en former une cellule qui vit, on n'a pas été capable de le faire. D'accord?
Ça prouve bien que dans le vivant, il y a quand même quelque chose de plus. Hein. C'est ça, il manque quelque chose. Voilà. Voilà, c'est ce que Claude Bernard appelait le principe organisateur. Hein. Un modèle organisateur biologique, hein, comme disait Hernani Guimarães Andrade, hein, qui était un ingénieur brésilien qui a étudié ces questions-là aussi. Hein. Et donc, même au niveau après pluricellulaire, hein, quand on étudie par exemple l'embryogénèse, qui part d'une cellule, hein, donc qui est une ovule fécondée, hein, et qui se multiplie, hein, et qui s'organise en 3 dimensions au niveau de la forme, hein, de façon spatiale, qui se spécialise pour fabriquer les différents tissus, les os, les muscles, la peau, les organes, etc. Hein. Donc, qui va dans un sens d'organisation croissante, hein, et qui dit organisation croissante dit, selon le principe, le deuxième principe de la thermodynamique qui est le principe d'entropie, hein, ben, il faut qu'il y ait un apport d'énergie quelque part. D'accord? Alors, d'où vient cette énergie pour donner toute cette organisation? Alors, on peut dire, oui, ben, c'est la mère qui s'alimente et puis qui transmet ses aliments par la nutrition à cette cellule fécondée qui se développe. Oui, mais bon, le fait de manger des carottes, des pommes de terre, des légumes, de boire du jus de fruits, c'est pas ça qui va expliquer pourquoi il y a des cellules qui se spécialisent pour devenir pour former des organes pendant l'embryogénèse. On est bien d'accord. Hein. Et donc là, c'est pareil. Hein, on arrivera vraiment à comprendre l'embryogénèse que le jour où on considérera que ben, ce principe organisateur, ben, c'est justement un élément spirituel, donc une âme, hein, parce qu'elle est déjà incarnée à ce moment-là, hein, l'incarnation commence à la conception, avec son corps spirituel qui est le Père Esprit. Hein, et c'est le lien entre cette âme avec son Père Esprit et cette cellule, cette première cellule, qui va expliquer toute l'embryogénèse, qui va expliquer aussi ben, l'ADN, hein, par la combinaison des ADN, enfin des chromosomes notamment, hein, les phénomènes qui sont bien connus, présents dans le spermatozoïde et puis dans l'ovule, hein, pour ben, que ce soit un garçon ou une fille, et avec des caractéristiques bien données, avec son patrimoine génétique à lui ou à elle. Hein. Des X Voilà. et Y, quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui drive tout ça? On le voit bien, la science le voit bien, elle connaît bien comment ça fonctionne et tout, mais elle ne sait pas dire encore où est cette énergie, où est ce principe organisateur. D'accord? Donc là, on touche à différentes questions, hein, qui ne pourront être élucidées que le jour où ben, la physique ou la science, ou notamment la médecine, hein, sortira du paradigme matérialiste, hein, et commencera à considérer, hein, la possibilité de l'existence d'une âme, donc qui influe, qui apporte justement cette information et cette énergie en dehors de l'espace-temps tel qu'on le connaît, hein, en dehors du monde matériel, pour expliquer l'embryogénèse, pour expliquer le phénomène de la vie en général. D'accord? Est-ce que ça Ouais. va? Est-ce que... Ouais. Pour moi, c'est bon. Oui, oui. Pour moi, c'est bon. Après, s'il y a des messages sur Voilà. le chat, n'hésitez pas. Oui, en fait, il y a du monde sur le peut-être, chat. n'hésitez pas. Voilà. Donc là, j'ai juste, bon, disons, fait une introduction par rapport à des phénomènes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et on peut peut-être rajouter aussi ce que j'ai déjà cité plusieurs fois, hein, dans le fameux livre Dieu, la science, les preuves, de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonacieux. C'est le saut vertigineux, comme ils disent, de l'inerte au vivant. Hein. Le saut entre ces molécules qui sont les briques d'une protéine, hein, constitue in fine l'ADN, hein, et l'organisation, le séquencement de ces molécules pour
pour former justement cette protéine. Et les calculs de probabilité montrent que la probabilité, elle est extrêmement faible, tellement faible que ça équivaut en fait en pratique à une probabilité nulle. Hein. Donc l'apparition du vivant sur la Terre ne peut pas être l'effet du hasard. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis en train je termine aussi le livre de Philippe Guillemot. Il y a de plus en plus de scientifiques qui admettent que chaque fois qu'on fait intervenir le hasard dans la science quelque part, ben c'est parce que il y a quelque chose qu'on comprend pas ou qu'on Ouais, comprend pas tout à encore. fait. Hein. C'est vrai. Et que en réalité, il est fortement probable que le hasard n'existe pas. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que les lois de probabilité ne sont pas valables. Hein. Quand on parle de lois de probabilité pour que je sais pas moi, par exemple dans la mécanique quantique ou dans le tirage du loto ou autre. Hein, ce sont des lois qui sont parfaitement connues et qui fonctionnent. Hein. Mais on peut pas les invoquer, par exemple, pour le vivant. Hein, ce sont des explications qui ne collent pas, qui ne collent plus. Et il y a de plus en plus de scientifiques aujourd'hui qui s'en rendent compte. Alors, ils sont pas devenus spiritualistes pour autant, hein, mais ils admettent déjà que il y a un besoin d'apport d'information ou d'énergie qui provient en dehors de notre espace-temps. Hein. En dehors, ou alors Philippe Guillemot, il dit soit en dehors, qui provient de l'extérieur de l'espace-temps, hein, donc de notre monde physique, matériel, ou alors qui vient du vide. Ça revient un petit peu au même, on est bien d'accord. Hein, Ouais, le vide ouais. pour un matérialiste, c'est tout ce qui n'est pas dans l'espace-temps. Hein, donc ça revient au même. Alors, Philippe Guillemot, il cite même un théorème qu'il appelle, enfin, qui est le théorème de Gödel, hein, et c'est un théorème d'incomplétude, hein, alors qui affirme qu'il existe des propositions mathématiques qui sont indécidables, c'est-à-dire qu'on n'arrive ni à démontrer ni à réfuter. D'accord? Ouais, Et on peut effectivement. se demander, est-ce que l'existence de l'âme, par exemple, est-ce qu'elle est démontrable? Hein. Euh, c'est très difficile. On a fait tout un article dans la revue Spirit à ce sujet. Et c'est vrai que avec les concepts philosophiques d'aujourd'hui, hein, notamment au niveau de la philosophie de la science ou de la philosophie appliquée aux mathématiques et tout ça, ben, c'est pratiquement impossible de démontrer logiquement l'existence de l'âme. Vous voyez, l'existence de quelque chose en dehors du monde physique. Hein. Et donc, pourquoi est-ce que on arrive à cette impossibilité? Eh ben, c'est bon. Une des interprétations possibles consiste à dire c'est parce que la philosophie est encore imprégnée de matérialisme et le jour où la philosophie voudra considérer le spiritualisme, il faudra qu'elle se développe pour avancer au niveau des concepts en dehors de la matière. Hein. Et je pense que c'est une des explications possibles qui dit que ben, avec la philosophie actuelle, on n'arrivera pas, ou très difficilement, à démontrer l'existence de l'âme. Alors on Mhm. voit aussi ce théorème de Gödel qui pousse un peu dans l'autre sens, hein, parce que euh, tout système hein, logique hein, contient forcément des propositions qui sont indécidables. Ça veut dire que euh, toute l'information n'est pas disponible hein, au niveau de l'espace-temps, au niveau de la matière, et qui a forcément un besoin d'une information qui vient de l'extérieur, de l'espace-temps ou du vide, comme on dit, quoi. Voilà. Ça va toujours? Hein. Ou alors quelque chose d'autre enfin, que l'on connaît pas encore. Quoi. Ben voilà, Ah enfin, ouais, c'est ou ça. qu'on connaît déjà, mais qu'on n'a pas On encore sait pas reconnu comme encore. tel. Voilà, c'est Voilà. ça. Mm. C'est ça un peu, c'est un peu ça que nous on C'est dit. Hein. l'inconnu, ouais, un Mm, grand mm. Voilà. inconnu. Là. C'est que l'âme, bon ben, alors quand on regarde les statistiques hein, au niveau de l'humanité, ben il y a plus de 50% des personnes croient que d'une façon ou d'une autre, la vie continue après la mort. Quelque Mhm. chose continue après la mort. La mort n'est pas la fin de tout. Donc ça veut dire qu'ils sont quelque part déjà spiritualistes ou ils ont une ouverture au spiritualisme. D'accord? Et il y a des pays où ça atteint 90%, hein, cette proportion. Il y a des pays où c'est un peu moins,
Mais en moyenne, même en France, c'est supérieur à 50%. Alors évidemment, on y compte les religieux, les catholiques, enfin, voilà, hein, Oui, bien sûr. qui sont déjà spiritualistes. Hein. Euh, la difficulté qu'on a par rapport à ces religions traditionnelles, c'est que bah, souvent elles se contredisent, quoi. Hein. Les catholiques disent que ben voilà, hors l'Église, point de salut. Les islamistes disent la même chose. Hein, Allah est grand et Mohamed est son prophète. Hein. Et tous ceux qui suivent pas ce courant-là sont perdus. Hein. C'est donc ce genre de position n'aide pas justement hein, c'est des positions qui Bien sont sûr. dogmatiques et qui sont exclusivistes, hein, qui n'ont pas un caractère d'universalité et qui n'aident pas à convaincre des personnes, je dirais, qui ont des réticences, qui sont religieux ou qui ont des réticences ou qui rejettent les religions en général, quoi. Donc, d'où l'intérêt du spiritisme hein, ou du spiritualisme en général, c'est justement ce caractère neutre, ce caractère universel. Hein. On n'arrivera pas à réformer les religions historiques. Hein. C'est pas possible. Hein. Par contre, il faut apporter quelque chose d'autre qui est quelque part en point, qui a des points communs fondamentaux avec toutes ces religions, hein, et donc qui va les remplacer. Hein. Mm. C'est Léon Denis qui avait bien compris ça quand il avait dit le spiritisme n'est pas la religion du futur, c'est le futur des religions. Hein, Ah, le oui, oui, spiritisme ou le la petite spiritualisme. nuance là. Ah, ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que euh, au Brésil, par exemple, hein, le spiritisme c'est religiosifié, comme on dit. Hein. Donc là-bas, il parle du spiritisme chrétien, d'accord? Donc il a pris une couleur d'une religion particulière, d'accord? Alors pourquoi ça fonctionne au Brésil? Parce que là-bas, justement, vous avez 80 ou 90% des personnes qui sont déjà spiritualistes et la grande majorité sont effectivement chrétiens. Donc, ça passe. Hein. Ouais. Mais dans le reste du monde, dans un pays musulman, par exemple, cette conception de spiritisme chrétien ne passera pas du tout. Hein. Elle sera rejetée. Et même chez nous en France, où il y a un rejet des religions chrétiennes, hein, enfin du moins du catholicisme, du protestantisme, les guerres de religion, l'Inquisition, etc. Enfin, on en a déjà parlé. Hein. Ben, c'est pareil. Dès qu'on met une coloration au spiritisme, au lieu d'aider, au contraire, ça va porter préjudice à sa divulgation. Hein. Donc, ce qui est fondamental dans le spiritisme ou le spiritualisme, hein, puisque je parle ici du spiritualisme pas dans le sens opposition au matérialisme, mais dans le sens spiritualisme moderne, hein, c'est en gros, c'est les spirites anglo-saxons, hein, anglais ou américains. Ouais. Ben, ce qui est fondamental, c'est de garder ce caractère universel, de garder, voire même un caractère laïque, de garder un caractère rationnel. Hein. Et c'est avec ces caractères-là, en suivant ces caractères-là, que ben, le spiritisme et le spiritualisme abordent cette question de l'âme et notamment la preuve de l'existence et de la survie de l'âme. D'accord? Voilà. Et il y a Jean-Marie sur le chat. Bonsoir Jean-Marie. Et bah, Bonsoir. évidemment, bonsoir à Véronique aussi. Oui. Et qui écrit par rapport à ce que tu dis, hein, Charles, par rapport à la science là, et puis la religion. Alors, Ouais. je sais pas si Peut-être tu... parce que la science n'a pas envisagé toutes les formes d'énergie, il nous écrit. Hein. Mais oui, c'est ça, Donc Ouais. quoi. oui, bah oui. Tout à Parce fait. que si vous voulez, dans la vie, il y a de l'énergie. Nous en tant que spirit ou spiritualiste, on dit ben l'énergie qui permet la vie, c'est le fluide vital, d'accord? Mm. Où il est le fluide vital dans la médecine? Qui c'est qu'il a déjà mesuré, et pourtant le fluide vital, c'est ce qu'il y a de plus proche de la matière, hein, puisque les esprits n'ont de fluide vital que quand ils sont incarnés. Hein. À l'état désincarné, il n'y a plus de besoin du fluide vital. Hein. C'est que le fluide vital est nécessaire à tout ce qui vit
matériellement sur la Terre, les plantes, les animaux, les humains, hein, comme on en a parlé quand on a parlé de la programmation de la réincarnation il n'y a pas Ouais. longtemps. Hein. Donc effectivement, ce fluide vital, ce principe organisateur, cette énergie de la vie, c'est peut-être un des premiers pas pour que la science puisse avancer dans cette question d'âme, hein, de quelque chose qui vient de l'extérieur de notre univers, de notre espace-temps, de notre espace quadridimensionnel. D'accord? Et c'est pour ça aussi que je pense que parmi les sciences, celles qui sont le plus proches justement de l'âme ou du corps spirituel, c'est la médecine et toutes les Ouais. branches de la médecine, hein, et je dirais aussi la biologie, évidemment, hein, Oui, la l'étude biologie, vivante. ben oui, ça va. Ouais. Voilà. Hein. Et c'est dans la médecine qu'on trouve justement le plus de scientifiques qui commencent à s'ouvrir à la spiritualité. Hein. Et donc, euh, il y a des milliers d'études qui ont été faites aujourd'hui sur l'interaction entre la spiritualité et la santé, entre des pratiques religieuses et la santé, etc. Hein. Euh, je pense que Daniel t'a regardé un peu sur la chaîne YouTube Médecine et La chaîne, Spiritualité, oui, hein, là, tout à fait. du Oui, francophone. Eh ben, ouais, vous avez une centaine, même plus d'une centaine de conférences qui traitent de ce thème. ouais, c'est Et ça. on voit qu'au niveau mondial, ben, ces idées se développent de plus en plus, hein, Hmm. et qu'il y a des études qui sont faites avec toute la rigueur et toute la méthodologie moderne, hein, de double aveugle, etc., qui montrent des effets positifs, hein, statistiquement valables, donc d'effets des croyances religieuses ou de la prière, hein, sur la santé ou la récupération de la santé, hein, de la guérison de certaines maladies. D'accord? Donc, là, c'est une autre, comment dire, une autre preuve de l'existence justement de l'âme, hein, par le biais de toutes ces études, hein, qui ont été faites. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus maintenant de scientifiques du domaine médical, hein, qui avancent dans ce paradigme de science post-matérialiste. Hein. Donc, je vous ai déjà parlé aussi du manifeste pour une science post-matérialiste, hein, Ouais. où vous avez plusieurs centaines de scientifiques de renom, hein, dont Mario Beauregard et beaucoup d'autres, Hmm. qui citent, hein, justement les éléments aujourd'hui d'observation et de preuve dont on va parler un petit peu tout à l'heure, qui militent en faveur de ce paradigme post-matérialiste, c'est-à-dire sortir, enlever ces œillères qui, de façon dogmatique, et c'est ça qui est quand même paradoxal, quoi. Hein, la science qui s'élève contre les dogmes de l'Église adopte elle-même des dogmes, hein, dont, et Philippe Guillemont les dénonce aussi, dont notamment ce dogme du matérialisme. Il n'existe rien en dehors de la matière qu'on connaît, qu'on observe. D'accord? Et donc, ce manifeste pour une science post-matérialiste fait déjà une liste de tout ce qui est observé. Hein, donc, c'est essentiellement la médiumnité, la réincarnation ou les expériences de mort imminente, hein, qui suggèrent qu'il existe l'âme, quoi, donc des informations et des choses en dehors de la matière. D'accord? Donc, ça bouge, et c'est justement dans ce domaine Ouais. médical que ça bouge le plus. Mais quand on lit Guillemot, qui lui est un physicien, hein, il parle d'autres collègues physiciens, il en cite plusieurs, hein, où, en étudiant la mécanique quantique, par exemple, hein, notamment ces phénomènes d'intrication quantique, d'effondrement quantique et tout, ils arrivent, ils bousculent complètement la notion du temps. Le futur peut influer sur le présent. Il- toutes les possibilités existent en parallèle. Donc, c'est comme s'il y avait des univers parallèles. Voilà, ils sont vraiment en train de. Il y a beaucoup, beaucoup de barrières en ce moment qui tombent, hein,
et qui, je l'espère, vont aussi aller dans le sens de l'existence de l'âme. Alors Philippe Guillemot, bon, quand je suis en train de lire son livre là, La route du temps, alors il parle de l'esprit, mais il y va quand même de façon un peu voilée. Hein. Il parle extérieur à l'espace-temps, il parle du vide, hein. Il parle pas du monde spirituel, il dit pas franchement comme le faisait Kardec, Kardec qui dit l'âme de l'homme survit, existe et elle survit au corps et elle conserve son individualité après la mort. Hein. Donc Kardec, lui, il était franc, clair et direct en affirmant ça. Mais après, Philippe Guillemot, non, c'est un peu comme Charbonnier. Hein. Il parle de la conscience intuitive extraneuronale. Hein. Et quand on lui demande, oui, mais c'est quoi la différence entre la conscience intuitive extraneuronale et l'esprit, il dit, il n'y en a pas. Mais si j'avais mis comme sujet de thèse l'esprit, non, là, ça aurait pas ne été. serait jamais passé. Ça, c'est sûr. Par contre, la conscience intuitive extraneuronale, c'est passé. Oui. Donc, voilà pourquoi Charbonnier et puis Philippe Guillemot, ils prennent un certain nombre de précautions et de réserves par rapport à la forme. Alors, ils sont peut-être pas eux-mêmes non plus 100% convaincus, hein, ça c'est possible, mais ils sont pas aussi affirmatifs, de façon aussi directe et ouverte que ne pouvaient l'être Kardec et les spirites et les spiritualistes en général. Voilà. Ouais. Alors, parmi les preuves, si on regarde Kardec, Kardec nous dit l'existence de l'âme est prouvée par les actes intelligents de l'homme, par exemple. Hein. Ils doivent avoir une cause intelligente et non une cause inerte. D'accord? Donc la cause inerte, c'est la matière inerte. Bien sûr. Son indépendance de la matière est démontrée d'une manière patente par les phénomènes spirites qui la montrent agissant par elle-même. Donc, la médiumnité, le somnambulisme, voilà, on commence à rentrer dans le spiritisme et tout ce qui s'est produit au milieu du 19e siècle, hein, à Hightsville, les maisons hantées, les coups frappés, les tables qui bougent, etc. Eh ben, c'était justement des phénomènes qui organisés justement par le monde spirituel pour dire, regardez, hein, c'est la cause du mouvement de la table, elle n'est pas humaine, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Hein. Donc, pour nous amener justement à cela. Alors, c'était il y a plus de 160 ans maintenant, et vous voyez que pourtant c'est du tangible là. Hein. Ça n'a pas suffi pour convaincre beaucoup de, enfin. La majorité de l'humanité est déjà convaincue, mais dans le domaine académique ou dans les milieux scientifiques, là peut-être le taux il est inférieur à 50%. D'accord? Du moins les scientifiques qui s'affichent ouvertement spiritualistes sont une minorité aujourd'hui. Hein. Ils ont tous quelque part un peu peur de leur carrière. C'est un sujet qui est encore un peu tabou, un peu glauque. C'est ce que j'allais te dire. Il y en a peut-être plus qu'on pense qui sont spiritualistes, mais ils vont pas le dire, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, Einstein était assez ouvert. Hein. Il parlait de Dieu, il parlait de plein de choses. Hein. Mais par exemple, d'autres comme Stephen Hawking, non, l'âme n'existe pas. Il n'y a pas besoin d'âme. Hein. Hein, c'est ça. Bon, c'est dans ces milieux-là qu'il y a le plus de résistance. Mais quand on analyse philosophiquement le pourquoi de cette résistance et le fondement qui leur fait affirmer qu'il n'existe rien en dehors de la matière, eh ben c'est là où on se rend compte que il y en a pas. Hein. Donc c'est une position qui est purement dogmatique. D'accord? Et il y a d'autres positions dogmatiques de la science, hein, notamment là on parle du matérialisme, hein, donc il n'existe rien en dehors de la matière. Mais il y en a d'autres. Hein. Si je reprends encore Philippe Guillemot, hein, alors, attendez voir que j'essaie de... Donc, il parle, lui aussi, du déterminisme. Hein. C'est un autre dogme scientifique. Hein. En gros, si on connaît les conditions initiales d'un système, hein, on arrive à tout ce qui constitue la réalité est créé exclusivement de façon mécanique, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de place ni pour l'esprit,
ni pour Dieu, ni pour le libre arbitre. D'accord? Ça, c'est le déterminisme. Hein. C'est un autre dogme scientifique. Hein. Tout peut se calculer, tout peut se prévoir. Si je suis en train de vous dire ce que je vous dis ici, s'ils m'avaient étudié, ils auraient cartographié mon cerveau ou je ne sais quoi, ils auraient pu dire que à ce moment-là, j'aurais dit telle chose. Donc, en gros, j'agis un peu comme une machine, comme un animal. Je suis pas en train d'agir en suivant mon libre arbitre. D'accord? Donc, le déterminisme, c'est un postulat scientifique de base qui contredit justement le postulat spiritualiste qui est celui du libre arbitre. Une des caractéristiques de l'esprit et de l'humain, c'est le libre arbitre, la capacité de décider, de faire ou de ne pas faire, la capacité justement, et c'est là où Guillemot il fait le lien avec ces phénomènes d'intrication quantique et d'effondrement quantique. Notre libre arbitre, c'est lui qui va sélectionner le chemin qu'on va prendre. Parmi toutes les différentes possibilités, laquelle on va choisir, c'est grâce au libre arbitre. Par le déterminisme, ils évoquent le hasard en disant, bon, ben voilà, vous voyez ce que je veux dire, par le phénomène d'intrication quantique. En gros, l'électron, par les fentes de Young, tant qu'on l'observe pas, il passe par les deux trous en même temps. Tu vois, et ça fait comment dire, les raies d'interférence derrière, comme quand on fait l'expérience avec de la lumière. Mais dès qu'on l'observe, il passe plus que par une seule des fentes et les raies d'interférence disparaissent. Vous voyez? Donc, tant qu'on l'observe pas, toutes les possibilités sont possibles. Et dès qu'on l'observe, il y a plus que, quelque part, on a bloqué le système sur une seule des possibilités. D'accord? Alors, le comment, du pourquoi, l'interprétation de ce phénomène d'effondrement quantique, c'est là où justement, et c'est récent, l'effondrement quantique, bon, la mécanique quantique, elle est connue depuis les années 1920 ou enfin depuis le début du XXe siècle, mais les réflexions sur le pourquoi du comment de cet effondrement quantique et qu'est-ce qui va finalement déterminer qui passe par la fente de droite ou par la fente de gauche. C'est là où les physiciens ils arrivent aujourd'hui à des conclusions du genre le futur existe déjà, ou le futur va influer sur le présent, ou les particules restent en contact de façon non locale, c'est-à-dire instantanément, malgré la distance qui les sépare et malgré le temps que l'information mettrait pour se transmettre de l'une à l'autre, même à la vitesse de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc à partir de là, ce déterminisme et le hasard, qui est le deuxième des dogmes, disparaissent petit à petit, quoi. Ils sont de plus en plus remis en cause, quoi. Voilà. Alors le troisième pilier, c'est le matérialisme, dont on a déjà parlé. Et le quatrième pilier, c'est la causalité. Et ce quatrième pilier, il tient encore, il résiste. Et de façon intéressante, quand on a parlé des preuves de l'existence des dieux, il y a pas, enfin, dans une des précédentes émissions, les esprits ont avancé comme preuve que tout est fait à une cause. Donc, regardez tout ce qui n'a pas été créé par l'homme, l'univers, le Big Bang, etc. Donc, il doit avoir une cause, et puis donc c'est cette cause première qu'on appelle Dieu, d'accord? Cette causalité, comment dire, Guillemot la bouscule pas mal. Donc, elle existe toujours, mais elle n'est pas toujours dans le sens du temps. Il y a aussi la rétrocausalité, ou ce qu'il appelle le TDC, la théorie de la double causalité. Le passé influence sur le futur, mais le futur peut aussi influencer sur le présent. Ce qui a poussé d'ailleurs Einstein à dire que le passé, le présent et le futur n'existent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous ces piliers, tous ces dogmes scientifiques sont un petit peu
en train d'être challengé en ce moment, même dans la physique fondamentale. Et c'est là où on se rapproche justement de cette question de l'âme, parce que l'âme, elle est en dehors de l'espace-temps, comme on a dit, hein. Donc l'âme, elle n'est pas dans dans ce monde causal, hein, cette causalité que la cause précède l'effet dans notre espace-temps. Elle est extérieure à tout ça, hein. Et donc, on a parlé aussi dans une émission précédente, je crois même que c'était la semaine dernière, ou non, c'était avant, de la programmation de la réincarnation, hein. Donc, avant de se réincarner, on fait un programme pour notre vie. Donc, il y a bien des événements futurs qu'on a déjà programmés. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Tu vois. Donc, le futur, il est déjà écrit, Ouais. d'une certaine façon, hein. Et c'est ce qui fait que certains esprits arrivent justement à détecter des éléments de ce futur, à le prévoir, ou que certaines personnes arrivent à aussi. avoir des pressentiments par rapport à Voilà, Oui, ouais. c'est ce qui a ça. déjà été défini dans le Déterminé. futur. Oui, voilà, oui. Mm. Vous voyez? Oui, oui. Donc ça c'est une des caractéristiques justement de ce monde à l'extérieur de l'espace-temps, où la Oui. notion du temps elle est pas linéaire comme chez nous, hein. Hein, comme dans notre espace-temps matériel, hein. C'est ça. Et donc là bon alors je suis encore un petit peu dans le domaine théorique, mais c'est là où on voit que tous ces dogmes, tous ces fondements, toutes ces théories sont en train de s'effriter. Et quand je vous disais tout à l'heure que c'est la médecine quand même qui est la plus proche de toucher, je dirais, au principe organisateur, au père esprit, et puis par voie de conséquence à l'âme, eh ben les réflexions théoriques fondamentales en ce moment traversent aussi une période de questionnement, hein, qui, si on regarde ça donc en comparant par rapport à ce que les esprits sont venus dire à Allan Kardec et puis depuis, hein, même ce qu'écrit Philippe Guillemot dans son livre, ben, on voit clairement qu'il évolue vers un modèle qui est spiritualiste, hein, et qui n'est plus matérialiste. Voilà. Mm. Alors les actes intelligents, bon ben pour beaucoup de scientifiques, la conscience c'est le produit du cerveau, hein, mais Kardec il dit le cerveau c'est de la matière, hein. Est-ce que la matière en elle-même elle est intelligente? Non, l'intelligence ne réside pas dans la matière, hein. L'intelligence réside en dehors de la matière, dans l'esprit. Et c'est l'esprit qui transmet cette intelligence au cerveau, qui ensuite donne la conscience, si vous voulez, hein. Donc c'est ça qui fait dire aux physiciens que la conscience est le produit du cerveau. Non, c'est comme si on disait la musique est le produit du piano. Non, c'est le produit du C'est le produit pianiste, du ou plus pianiste, en amont du de tout. compositeur qui Oui, a conçu aussi, la oui. musique. Oui, c'est Oui, ça. tout à fait. Le piano, Bien c'est que l'intermédiaire, tu vois. Et C'est c'est ça le l'outil, rôle du non? cerveau, c'est le rôle du piano, hein. Ou c'est pareil au niveau de la radio ou de la télévision, hein. Quand j'étais petit, je regardais la télé, moi je pensais que les acteurs c'était des petits bonhommes qui étaient dans la boîte, hein. Et que après que j'ai compris que en fait ils n'étaient pas là-dedans, ils étaient dans un studio, et que c'est les ondes Mais c'est vrai qu'on peut qui pas permettaient à la télé quand t'es de petit. nous remontrer les Bah oui, images, oui, oui. hein. C'est ça, quoi. Vous voyez, Ouais, ouais. ben, en fait, c'est un peu ça, quoi, hein. C'est chaque fois, ben, voir où est la vérité. Alors, on parle encore une fois de causalité, là, hein, où est vraiment l'effet, où est la cause. D'accord. Donc, ça, c'est des éléments que Kardec avait déjà avancés, hein, même si à l'époque, il n'y avait pas encore de radio ou de télé, hein. Pas de Mais le télévision, hein. piano existait déjà, clairement, hein. Bien L'intelligence sûr. n'est pas dans le piano, hein. Elle est dans le pianiste, voire même le compositeur, hein. Voilà. Après, donc, il y a la phénoménologie, hein, qu'on dit la phénoménologie spirit, hein. Donc, les trois grandes catégories
de phénomènes qui tendent à prouver l'existence de l'âme et d'une vie après la mort, eh ben, c'est la médiumnité et plus largement tous les phénomènes d'émancipation de l'âme, hein, où on inclut aussi les rêves, le somnambulisme et tout ça. Hein. La deuxième catégorie, ben, c'est la réincarnation, hein, et toutes les preuves de la réincarnation, comme démontré par Ian Stevenson, etc. Et l'élément nouveau, qui existait déjà, mais qui s'est beaucoup développé depuis dans ces 50 dernières années ou dans ces 40 dernières années, c'est les expériences de mort imminente. Mm. Hein. Donc voilà les trois grands piliers que vous retrouverez dans le manifeste pour une science post-matérialiste, que vous retrouverez aussi cités dans le livre Science de la vie après la mort, hein, de Alexandre Moreira Almeida et Humberto Schubert Coelho, hein. Et la troisième, dont je me rappelle jamais du nom, alors attendez, est-ce que je vais... Non. Je vais essayer de retrouver le nom de la troisième personne. Mariana de Abreu Costa. Voilà, j'oublie toujours son nom, mais cette fois-ci, je l'ai. Hein. Donc, ce sont trois auteurs, donc deux médecins et psychiatres et un philosophe, hein, qui ont écrit ce livre, qui n'est pas encore traduit en français. Il est écrit en anglais, mais traduit en portugais et maintenant aussi en espagnol. Et j'ai vu récemment qu'il vient de sortir en allemand, donc en français, ça va pas tarder non plus. Voilà, ça suit alors, tout doucement. Voilà. Et eux, ils font la même approche, quoi, Mhm. toujours sur cette même ligne, et ils citent ces trois grands phénomènes comme étant les principaux euh, piliers, hein, qu'on peut observer, qui sont observables et qui tendent à prouver qu'il existe une âme et que cette âme survit après la mort et qu'elle conserve son individualité. Mhm. D'accord? Donc voilà. Euh, donc on va les prendre une par une. Hein. Alors attendez, je regarde en même temps s'il y a des questions. Alors il y a une question de Caroline qui est liée, j'allais en parler. Hein. L'âme existe et elle survit après la mort. Et donc Caroline demande, les désincarnés gardent-ils leur personnalité terrestre ou l'ont-ils uniquement lors des communications avec les vivants en signe de Oui, reconnaissance? une bonne question aussi, ça. Ouais. Voilà. Eh ben, les désincarnés gardent la personnalité, leur individualité. Je dirais, on ferait peut-être une différence entre individualité et personnalité. Oui, oui. C'est-à-dire la personnalité, c'est le conscient dans cette incarnation. Hein. Voilà, dans l'incarnation. Et ben, l'esprit, c'est plus que ça. Hein. C'est la somme de celle-ci, hein, de cette personnalité, plus de toutes les précédentes. D'accord? Donc, Mhm. voilà. Donc, effectivement, ils gardent leur personnalité sur la Terre. Par exemple, si la personne, elle est bonne, généreuse, pleine d'amour, d'abnégation et tout, en tant qu'incarné, ben, en tant que désincarné, l'esprit gardera ses caractéristiques. Hein. Si par contre la personne, elle est mauvaise, violente, envieuse, jalouse, rancunière, orgueilleuse et égoïste, ben, là aussi, c'est plus des qualités, mais ces défauts se conservent dans l'esprit. Hein. Une personne qui est orgueilleuse et égoïste, quand elle se désincarne, ben, l'esprit sera orgueilleux et égoïste. D'accord? C'est pas parce qu'il se désincarne que d'un orgueilleux égoïste, il va se transformer en ange charitable. Oui, oui, tout, ça s'efface pas, ça. Et vice-versa, d'accord? Et ça paraît logique, et heureusement. Hein. Ah oui, oui. Hein, c'est-à-dire que la personne qui est bienveillante ici sur la terre, ça donnera un bon esprit bienveillant, hein, de l'autre côté aussi. D'accord? Maintenant, alors, Caroline, elle dit, l'ont-ils uniquement lors des communications avec des vivantes en signe de reconnaissance? Effectivement, quand les esprits se montrent, hein, donc soit se rendent visibles, ou soit disent des choses, eh ben, ils vont utiliser l'accent, les manières de dire ou l'aspect qu'ils avaient dans leur dernière vie pour se faire reconnaître par les C'est ça. personnes qui sont là, qui reçoivent la communication.
on retrouve leur personnalité dans le texte Voilà. de leur Pour répondre à la question de Caroline, l'âme conserve son individualité qui est la somme de ce qu'elle était dans la dernière vie aussi de ce qu'elle a pu être dans les vies antérieures, hein. Mais bien sûr filtrée avec le degré d'évolution. S'il y a 10 vies, par exemple, la personne était orgueilleuse et qu'elle a travaillé qu'elle l'est plus, ben voilà, elle se souviendra qu'elle a été telle personne orgueilleuse, mais aujourd'hui elle le sera plus puisqu'elle a réussi à évoluer entre-temps. D'accord? Mais ensuite, bon, dans une communication, pour se faire reconnaître, elle va effectivement remettre un peu la personnalité qu'elle avait dans sa dernière incarnation. D'accord? Hein? Et donc ça, c'est aussi une des caractéristiques. Ça doit être compliqué, parce qu'il faut qu'elle revienne vraiment sur ce qu'elle était, comment ça se passait, tout, quoi. Non, je pense que c'est assez naturel, hein, parce que c'est quand même relativement récent. Hein. Oui, en même temps, c'est dans cette vie, enfin la vie précédente, oui. Oui, sa vie précédente, donc forcément. Non, pour moi, c'est. Ouais. Oui. Voilà. Et donc, ça fait partie de ces preuves de la médiumnité, parce que par la médiumnité, donc on peut citer Chico Xavier, le livre dont on parlait tout à l'heure, hein, La vie triomphe. Hein. La vie triomphe, ouais. Cet échantillon de lettres qu'a écrit Chico avec des preuves d'identité absolument nombreuses et incroyables dans chaque lettre, quoi. Hein, que Chico n'a pas pu inventer et qui sont forcément venus de la part de l'esprit qui les connaissait de son vivant. Hein. Voilà, c'est la meilleure explication, la plus simple qu'on puisse donner. Hein. Oui, parce qu'avec toutes les vérifications minutieuses qui ont été faites après ces lettres. Et il y a Mrs. Piper aussi en Angleterre et aux États-Unis, hein, qui était une médium un peu équivalente à Chico Xavier. Voilà. Et puis après, dans pratiquement toutes les réunions médiumniques, on trouve des éléments, des preuves d'identité. Hein. Alors, une des difficultés par rapport à cela, c'est que souvent les preuves sont assez personnelles et convainquent surtout la personne concernée, mais pas forcément les observateurs extérieurs. Hein. Bien sûr. Par contre, l'étude qui a été faite là de la vie triomphe, elle va chercher justement des éléments objectifs dans ces preuves. Hein. Comment est-ce que Chico savait que la grand-mère appelait son petit-fils de tel nom ou qu'elle avait un chien de telle couleur, alors qu'il savait même pas que les personnes venaient le visiter. D'accord? Comment est-ce qu'il pouvait le savoir? Alors après, oui, mais alors il lit dans un espèce d'inconscient collectif, dans les mémoires akashiques. Enfin bon, il y a plein d'explications alternatives qui ont effectivement été données ici ou là. Mais encore une fois, si on applique le principe de parcimonie, l'explication la plus simple, c'est quand même encore que c'est l'âme qui a survécu à la mort avec son individualité et toutes ses informations, toute sa mémoire. Voilà. Donc, par rapport à justement la preuve qui vient de la médiumnité, il vient de là, quoi. Hein, on reconnaît les esprits. Et alors après, vous avez dans la médiumnité toujours, vous avez les correspondances croisées, par exemple. Hein. Ah oui, ça, oui. Hein, vous vous rappelez? Alors ça a été décrié, critiqué. Bon, c'est comme tout. Hein, chaque fois qu'on essaye de démontrer quelque chose, il y a toujours des zététistes ou autres qui passent pour essayer de casser. Et souvent apporter des explications qui sont beaucoup plus emberlificotées qui contredisent un peu le principe de parcimonie. Peut-être tu peux rappeler pour justement ce phénomène. Oui, voilà. Alors, il y a 3 personnes en fait qui, de façon tout à fait indépendante, donc une qui habitait au Royaume-Uni, une qui habitait aux États-Unis, une autre qui habitait en Australie. Donc c'était tout au début du XXe siècle. Hein. Donc il y avait déjà la télégraphie, il y avait déjà le courrier international, il y avait déjà plein de choses. Hein. Et qui à un moment donné ont commencé à recevoir des communications. Et chacune, d'une façon ou d'une autre, a reçu l'information, envoyer ces communications à telle adresse.
hein, la Société de recherche psychique de Londres, Monsieur Untel, et avec l'adresse et tout, alors qu'ils connaissaient pas. Enfin, une d'elles, je crois, elle connaissait, elle avait déjà visité, mais celle d'Australie, par exemple, ne savait pas du tout. Hein. Donc, elle a pris les communications, elle les a envoyées à cet endroit-là. Et donc, là-bas, ben, c'était à la Société de recherche psychique de Londres. Ils ont reçu ces communications, mais quand ils les ont lues, ben, enfin, elles ne sont pas arrivées exactement en même temps, elles sont arrivées, les messages, les communications étaient données en même temps, mais quand ils les ont lues, bon, c'est un peu ni queue ni tête, on comprend pas bien, Oui, c'est des messages indépendants l'un de l'autre, quoi, je veux dire, hein. C'était des parties. fragmentaires, quoi, voilà. Ouais, Et jusqu'au moment où la personne qui avait lu les trois messages s'était dit, tiens, je vais les comparer parce que bizarrement, il y a des messages qui... Et c'est là où elle voyait que, en fait, un, c'était la suite de l'autre, qui était la c'est suite du ça. Voilà. troisième, et que à partir du moment où on imbriquait les messages, il reconnaissait parfaitement le style, la cohérence et les manières d'argumenter d'un de leurs collègues qui était défunt, qui s'appelait Frédéric Myers. Donc c'est un phénomène qui a été orchestré dans l'au-delà, hein, de correspondance croisée, pour montrer que trois personnes, trois médiums de façon complètement indépendante ont reçu des informations qui sont profondément cohérentes entre elles. Hein. Mhm. Voilà, à partir du moment où on les associe. Donc c'est encore une autre forme de médiumnité, si vous voulez, qui va dans ce sens de preuve que de la survie de l'âme et le fait que l'âme conserve son individualité. Après, vous avez aussi des informations objectives qui ont été reçues par voie médiumnique, du genre une personne, un défunt, qui a dit tiens, ben, va dans tel meuble, tu verras dans tel tiroir, il y a un double fond, et dans ce double fond, tu trouveras un papier qui te dira telle et telle chose. Et c'est quelque chose que le vivant avait fait, que l'esprit avait fait de son vivant et qu'il n'avait jamais dit à personne. Et quand la personne est allée voir ce meuble, ce tiroir et puis le papier, bah ça correspondait exactement à ce que l'esprit avait dit. D'accord? C'est encore une autre Ouais. preuve d'identité de l'entité qui se communique. Hein. Euh, voilà. Et là, on parle de preuves objectives. Après, bon, il y a des preuves subjectives. Donc, quand c'est un esprit de la famille ou quelqu'un qu'on a bien connu qui parle, qui nous parle par voie médiumnique, mais c'est sûr que là, il y a mille et un éléments où on arrivera à reconnaître la personne défunte. Mais ça, en fait, la difficulté, c'est que ça concerne surtout nous, hein, les personnes qui sont extérieures, qui connaissaient pas cette personne. Bien sûr. Auront beaucoup plus de difficultés à le croire. Donc là, c'est plus pour convaincre une personne individuelle que les sceptiques, par exemple. Hein, Bien sûr. voyez. Mais bon, c'est l'aide de Chico Xavier avec les éléments de preuve. Il y a quand même des choses objectives hein, qui vont dans le sens de pousser à ce paradigme post-matérialiste. Et après, vous avez aussi les effets, quoi. On parlait de ces lettres de Chico Xavier. Il y a le film, hein, le film des esprits que j'ai cité aussi plusieurs fois récemment, qui montre certains cas, hein, donc de personnes qui étaient inconsolables, avoir perdu un enfant, qui étaient dans la dépression profonde au bord du suicide et qui, en dernière chance, sont allés voir Chico Xavier. Ils ont reçu une des lettres de celle qu'on vient de parler avec des preuves d'identité et tout. Ben, ce sont des gens qui changent, qui font un virage à 180 degrés, hein, qui sortent de la dépression, qui comprennent, hein, qui ont une profonde consolation et qui retrouvent le goût et la joie de vivre et s'engagent même dans des actions caritatives, associatives ou autres, hein, alors qu'elles faisaient pratiquement plus rien. Donc là aussi, il y a un changement qui s'est produit chez ces personnes qui est objectif, qui est observable. Hein. C'est comme bon quand on fait des réunions de désobsession, par exemple, hein, il y a une personne qui est incarnée avec des problèmes bon, souvent traités de schizophrénie hein, à tort, hein, puisque c'est de l'obsession spirituelle. Et donc ce travail d'obsession, ben,
on arrive à convaincre l'esprit d'arrêter ce qu'il fait. Et on le voit d'ailleurs aussi dans, alors attendez, je réfléchis, c'est pas Les Mères de Chico Xavier, c'est le film des esprits, hein. C'est un autre film qui montre justement ce travail d'obsession. Et parfois, les résultats sont spectaculaires, hein. On a vu il y a pas longtemps une personne qui a été internée dans un hôpital psychiatrique, pardon, après des tentatives de suicide et tout, et il y avait un pronostic assez réservé par rapport à sa rémission, hein, qu'il fallait probablement qu'elle reste là-bas plusieurs mois, voire même plusieurs années, hein. Et donc, il y a eu un travail de désobsession de fait pour cette personne. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, elle allait beaucoup mieux. Ils l'ont laissé rentrer chez elle, hein. Donc, vous Ouais, voyez, ça aussi, c'est des éléments objectifs. Il y a quelque chose qui a fonctionné. On ne sait ouais, pas quoi, mais il y a quelque chose qui a fonctionné, hein. Donc, et alors que l'esprit obsesseur disait clairement, effectivement, j'ai des griefs par rapport à lui. Voilà toutes les vacheries qu'il m'a fait dans la vie passée. Et c'est pour ça que je veux me venger. Et puis, donc, avec le dialogue, on a réussi à lui faire comprendre que c'était pas dans son intérêt de faire ça. Et puis finalement, il a dit, bref, c'est vrai, vous avez raison, je vais le laisser tranquille. C'est suite à ça hein, alors que la personne était même pas au courant qu'on faisait ça pour elle. ouais, ouais. Vous voyez. Donc, ça fonctionne, hein. Et donc, on arrive quand même. Alors, est-ce que ce sont des preuves ou pas? Bon, comme dit, hein, qu'est-ce qu'une preuve? Une preuve absolue, ça n'existe pas en dehors des mathématiques, hein. Et encore, quand on voit des théorèmes comme celui de Gödel, hein, on se dit, Gödel, ouais, même les mathématiques parfois n'arrivent pas à prouver Approuver quelque chose. que quelque chose est vrai ou faux, hein. C'est On ça. C'est n'arrive vrai que c'est pas rare au niveau mathématique, quoi, quand... voilà, quand des propositions indécidables, hein. Oui. Ouais, Mais donc des preuves absolues, on n'en trouvera jamais dans ce domaine-là. Mhm. Par contre, on parle de cette convergence de preuves, donc de tous ces éléments qui viennent s'additionner, hein, tous ces phénomènes divers et variés qu'on arrive à observer, pour lesquels, hein, l'hypothèse de l'existence et de la survie de l'âme apporte des explications. C'est une hypothèse qui permet d'expliquer ce qui est inexplicable autrement, quoi, ou ce qui est rangé dans des tiroirs du genre le hasard euh, ou la métapsychique. Enfin, il y a quelques-uns, il y en a quelques-uns des tiroirs comme ça, hein, où voilà, on met une étiquette sur quelque chose, mais c'est pas pour ça qu'on l'a expliqué ou qu'on arrive à faire de sorte de résoudre des problèmes liés à ce genre de phénomène, quoi. mm, Hein, voilà. Donc ça, c'est pour la médiumnité. Alors je regarde un petit peu les questions. Alors Jean-Marie et Véro nous disent c'est de la politique spirituelle, hein, quand on parlait de ces changements de paradigme du matérialisme vers le spirituel. C'est vrai qu'en comparaison avec la politique, c'est assez au goût du jour aujourd'hui, hein. En fait, c'est plutôt ce que nous on essaye de faire, c'est ça, c'est de la bonne politique, hein, comme on dit. Donc, encourager le spiritualisme à apporter ces éléments de réflexion qui permettent aux gens de comprendre, de sortir, d'enlever ces œillères matérialistes, quoi. Parce que le dogme matérialiste, on peut aussi qualifier comme une politique, hein, mais qui est réductrice, hein, le déterminisme, comme on a vu tout à l'heure. Alors, Jean-Marie et Véro nous disent aussi, donc demande, la voyance ne serait pas une préscience, mais un ressenti ou une perception de ce qui a été convenu pour l'avenir. On pourrait presque dire oui, la vraie voyance, hein, qu'on appelle la clairvoyance. D'accord? Et tout clairvoyant honnête, hein, parce que là je mets de côté les escrocs, quoi, ceux qui inventent, qui ont aucune faculté, qui exploitent les gens avec ce genre de choses, hein. C'est pas parce qu'il y a des escrocs qu'il n'y a pas de vrais clairvoyants. Donc là, je parle que de ces vrais clairvoyants, hein. Ils arrivent effectivement à percevoir ce qui a été convenu pour l'avenir, mais ils le perçoivent de façon floue, hein, puisque c'est en dehors de notre espace-temps, hein, c'est de l'information qui vient du monde spirituel. Et en plus, ils n'arriveront pas forcément à percevoir l'usage qu'on va faire de notre libre arbitre. oui, D'accord? ouais, ouais, Hein, donc les clairvoyants qui sont honnêtes, ils vont dire, il y a une tendance à cela.
hein. Ouais, c'est ça. Mais ils vont jamais pouvoir dire ce sera 100% sûr que ce sera ça. Ouais, bien sûr. Ou s'ils le disent, ils s'engagent. Il s'engage, voilà. Voilà. Et ça peut effectivement avoir une influence d'ailleurs négative sur notre libre arbitre qui va justement nous pousser à faire quelque chose qu'autrement on n'aurait pas fait. Ouais, D'accord? Donc il faut bien faire la part des choses, hein, et c'est pour ça qu'il faut Mhm. être prudent, hein. Moi, je veux pas savoir ce que j'étais dans le passé. Je veux pas savoir non plus ce que l'avenir me réserve. Ça veut pas dire que des fois je demande pas à mon guide, tiens, bah, éclaire-moi là. Je suis à un croisement, est-ce qu'il faut plutôt que je prenne à droite ou plutôt à gauche? Hein, donc d'ailleurs, Philippe Mais Guillemot, il en après, parle de oui, puis façon assez c'est remarquable ton dans son guide. livre, hein. C'est ça, oui. Hein, faut toujours avoir les antennes dépliées. Il parle du lâcher prise, il parle de différentes attitudes, hein, notamment l'ego, hein. L'ego, Voilà. en fait, nous pousse, nous éloigne de cette intuition, hein. Il nous rentre, l'ego nous pousse parce qu'une personne qui est égoïste, on arrive à prévoir ses réactions, on arrive à prévoir ce qu'elle va faire assez facilement. Pourquoi? Mhm. Parce que l'ego, c'est quelque chose qui suit une logique assez causale, hein, et matérielle, hein. Euh, la créativité vient et puis le fait vient justement de l'intuition, de l'inspiration, hein. Et comment est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'intuition et de l'inspiration? Ben, il faut déjà avoir développé d'autres valeurs comme la confiance, le lâcher prise, le détachement, voyez? Et c'est là où ces éléments qui viennent d'en dehors de l'espace-temps arriveront à nous amener donc de la foi, hein, la confiance qui nous amène vers une foi, ou alors le lâcher prise qui ouvre justement le canal vers les intuitions, hein, et donc tout ça qui nous permet d'avancer dans le sens de notre évolution et vers notre bonheur, quoi. Il en parle bien, Philippe Guillemot, de ça. Et donc par rapport à la voyance, euh, il peut sentir un certain nombre de choses avec qui ont une probabilité assez élevée, mais jamais de 100%. D'accord? Voilà. Et toujours Mhm. Jean-Marie qui nous dit, le cerveau pourrait être l'ordinateur et la conscience pourrait être la programmation. Que Ouais, c'est dire pas alors mal de ça. l'âme? Oui, Oui, c'est oui, ça, hein. oui, Donc, oui. ouais. Alors, Une la- base de données. le cerveau, c'est le hardware, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a le software qui fait fonctionner l'ordinateur. Mais le software, hein, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un software, hein, qui a accès à une grande base de données, C'est hein. ça. Mais l'intelligence artificielle, ce software n'a d'intelligence que le nom. On est bien d'accord. Parce que Tout à fait. l'intelligence artificielle ne fera que Ça sera ce pourquoi elle a Elle est été programmée. programmée Oui, oui. et avec les informations qu'elle a disponibles. Oui, c'est ça. Exactement. Elle peut Bien pas faire sûr. plus que ce qu'elle D'accord? n'a, hein. Oui, Donc, oui. on n'est pas encore là dans la vraie intelligence Mhm. et dans ces perceptions extrasensorielles d'informations qui viennent en dehors Oui, c'est de ça. notre monde matériel. Mhm. C'est là où on retrouve justement l'âme. D'accord? Ouais, oui. Vous voyez alors, je ne sais pas quel pourrait être alors, le cerveau, c'est le hardware, là, ça va assez bien. Le software, à quoi on pourrait le comparer dans l'humain? Pas l'âme, hein, mais peut-être, je sais pas, Daniel, c'est pour toi cette question-là. Ouais, si, ben, j'ai réfléchi justement je à vois pas trouver de lien direct, hein, voilà. Non? c'est vrai que Ah, c'est l'âme programme, hein. Et l'âme a peut-être besoin comment dire, de se projeter, peut-être au niveau du père-esprit, va savoir, hein. Faudrait qu'on y réfléchisse, hein, oui, pour d'ailleurs pouvoir c'est agir intéressant. sur le hardware, tu vois, sur le C'est cerveau. intéressant effectivement. Donc, Intéressant à creuser, ouais, comme sujet. oui, surtout pour donner une bonne analogie du système, quoi. Donc, Mhm. tu vois. Donc, Voilà. Ensuite, il effectivement. y a Sandro qui nous pose une question qui est aussi liée au sujet. Pouvez-vous préciser la différence entre spiritisme et spiritualisme? Donc, Kardec a parlé, le mot spiritisme a été inventé par Kardec, c'est un néologisme, hein.
la première occurrence du mot spiritisme dans la littérature française, c'est le Livre des Esprits en 1857. Hein. Il n'a jamais été utilisé avant dans la littérature française. Par contre, il existait un mot spiritisme sans M, sans E à la fin, dans la littérature anglaise quelques années avant. D'accord? Et donc, mais ce mot anglais avait un sens différent. Hein. Les Anglais, ils parlent, eux, de spiritualisme. Hein. Leur mouvement, ils ajoutent l'adjectif moderne, hein, spiritualisme moderne. D'accord? Parce que en français, pourquoi Kardec a inventé le mot spiritisme? Parce qu'il dit que spiritualisme, c'est un mot qui a déjà plusieurs sens. Hein. Et lui, plutôt que de mettre spiritualisme moderne, il a préféré mettre un autre nom, d'accord, qui est le nom spiritisme. Mais les Anglais, eux, par contre, ont gardé le mot spiritualisme, d'accord? Enfin, les Anglo-Saxons, les Américains. Tant est qu'en 1923 a été créée une fédération spirit internationale. La traduction en anglais, c'est International Spiritualist Federation. Donc, le mot spiritualiste en anglais se traduit en français par spirit. D'accord? C'est là où ça complique un petit peu. Oui, c'est un peu de confusion là. Donc, voilà. Kardec, il dit clairement, tous les spirites sont spiritualistes, mais tous les spiritualistes ne sont pas spirites. Et ça permet bien de sentir la différence. Ouais, les catholiques sont spiritualistes, mais ils sont pas spirites. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il a préféré utiliser un autre nom. Maintenant, après, les Anglais, ils disent, tous les catholiques ne sont pas des spiritualistes modernes. Tu vois? Mais bon, c'est là où ils sont spiritualistes, mais ils sont pas spiritualistes modernes. Et donc, c'est une raison pour laquelle Kardec, il a préféré utiliser un autre nom. Mais en gros, hein, si vous voulez, Léon Denis disait le spiritisme ou spiritualisme moderne, ce qui est la même chose. Hein. Voilà. Alors, il y a quand même quelques petites nuances hein, dont j'ai déjà parlé. C'est lié au prochain sujet de la preuve de l'existence de l'âme, c'est quand on parle de réincarnation. Hein. Les spirites français ont enseigné la réincarnation dès le début, alors que les spiritualistes anglais, il y en a toujours aujourd'hui qui sont réticents par rapport à la réincarnation. D'accord. Mais Kardec il disait aussi les spirites ou spiritistes au début du livre des esprits. Il dit on peut les appeler spirites ou spiritistes. Spirit ou spiritiste, c'est la même chose. Oui, c'est pareil. Là, on parle de spiritualiste. Oui, voilà. Hein. Spiritualiste, le catholique est spiritualiste. Tous ceux qui le musulman est spiritualiste puisqu'il croit en l'existence de l'âme, tu vois. Voilà. Donc voilà en fait les différences. Et Stéphane nous dit, le sauveteur, ça pourrait être chaque expérience de vie. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais en tête, Stéphane, hein, parce que... Oui, mais c'est pour donner un nom à cette... voilà, c'est peut-être... Voilà, alors, l'âme, c'est peut-être le subconscient, hein, c'est-à-dire la oui, moi, je pensais plutôt à... Ouais. Après, le software, c'est peut-être notre conscient de cette incarnation. Hein. Peut-être. Ça pourrait être une manière de voir, mais faut qu'on y réfléchisse. Effectivement, c'est une idée. Voilà. Voilà. Donc, alors, on a parlé. Quelle heure il est? 22h19, ça va. Ouais. Ah oui, donc, ça va. On a parlé de la médiumnité. Hein, donc, la médiumnité, effectivement, l'épreuve d'identité, etc. Le deuxième, c'est la réincarnation. Alors, la réincarnation, c'est un sujet qui est très très large. Hein. Si on prend les travaux les plus récents, Jim Tucker, Ian Stevenson, hein, qui ont montré, voilà, que les réminiscences chez des enfants qui se sont rappelés de façon très claire de leur vie passée, et donc avec plein d'éléments, d'éléments de détail qui ont pu être faire l'objet de recherches et qui ont pu être prouvés comme étant vrais alors que l'enfant les ignorait complètement. Hein. Il y a aussi les marques de naissance, hein, les taches de naissance qui correspondent avec les blessures de la personne quand elle est décédée de sa vie antérieure. Voilà. Ensuite,
dans la réincarnation. Alors, il y a un autre livre qui a été écrit par Carl Eugène Müller, hein, donc il a été écrit en anglais, Reincarnation Based on Facts. Lui, il apporte beaucoup d'autres éléments, en plus de ceux-ci, évidemment, hein, notamment les phénomènes d'animisme, les tendances qu'on garde des vies passées, les facultés qu'on garde des vies passées. Ouais. Toutes les thérapies régressives, hein, ou par l'hypnose ou par le magnétisme, on arrive à faire que la personne revienne à des vies passées, les décrive des détails qui peuvent expliquer partiellement par exemple les phobies, hein, c'est là où on a les thérapies régressives qu'elle peut avoir dans cette vie, ou les facultés, les facilités qu'elle peut avoir dans certains domaines, hein. Mais qui peuvent aussi rapporter des éléments objectifs qui peuvent être vérifiés et que la personne ignore totalement. D'accord? Donc, il est allé beaucoup plus loin. Donc, un peu comme Gabriel Delanne, qui lui aussi a écrit un livre sur la réincarnation en 1924, si je me rappelle bien, hein, et qui sont vraiment extrêmement, voilà, qui vont loin, hein. Et donc, cette réincarnation, forcément, si on arrive à trouver, il y a bien eu quelque chose dans cette individualité passée qui s'est transmise dans l'individualité présente par le biais de quelque chose qui est cette âme, hein, cette âme qui s'est désincarnée et qui s'est réincarnée. Mm. Alors la réincarnation, comment dire, c'est quand vous parlez avec un matérialiste, faut pas commencer par la réincarnation. Faut déjà essayer de convaincre la personne que cette personne a une âme. Hein, donc, Oui, déjà, oui, par oui. l'embryogenèse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce dont j'ai parlé un petit peu au Au début, début, le ouais, ouais. phénomène de l'intelligence, le fait que la conscience ne peut pas être le produit du cerveau, et aussi des expériences de mort imminente qu'on parlera après. Parce qu'à partir du moment où la personne se convainc effectivement, il y a bien quelque chose en moi, notamment la volonté des choses qui ne peuvent pas s'expliquer par la matière, hein. Les questions suivantes seront, oui, mais cette âme, elle vient d'où? Est-ce qu'elle a été créée en même temps que le corps? Est-ce qu'elle existait déjà avant? Qu'est-ce qu'elle devient après la mort? Ça, ce sont déjà les questions, les points suivants. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Hein, c'est pour ça que quand on parle à quelqu'un qui est pas du tout spiritualiste, il vaut mieux commencer par les expériences de mort imminente. Alors là, j'ai un peu inversé dans cette émission d'aujourd'hui. J'aurais peut-être dû suivre ce conseil et commencer par les EMI. Hein. Ah Donc, oui, non, pour mais prouver ça va, qu'on hein. a une âme, C'est bon tu comme ça. vois. Oui, Oui, oui. non, ouais. Oui, oui. Et puis passer aux autres points dans la séquence, hein. Voilà. Parce que effectivement, l'animisme, hein, les propriétés de l'âme, l'émancipation de l'âme, les rêves, les régressions, les réminiscences, voilà, tout ça, est lié à cette question de euh, de la réincarnation comme conséquence directe, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur la réincarnation? Oui, donc pourquoi est-ce que... Alors, je peux pas exactement vous dire euh, le credo des spiritualistes en ce qui concerne la réincarnation. Parce qu'eux, ils sont convaincus que l'âme existe et que l'âme évolue, hein. Mais ceux qui croient pas en la pluralité des vies ici sur la Terre disent quand même que l'âme évolue, mais elle se réincarne qu'une fois sur la Terre et ensuite elle va sur d'autres planètes. D'accord. Et c'est un Ouais, argument qu'on peut aussi assez facilement répondre en disant oui, mais si tu n'as qu'une seule incarnation sur la Terre, quid de l'enfant qui meurt à la naissance ou quid de celui qui est né dans un bidonville ou celui qui a eu des occasions d'apprendre, de faire des études universitaires et l'autre qui a pas pu, quoi, hein. Et est-ce que dans une seule vie, on peut vraiment acquérir tout ce qu'on peut acquérir sur la Terre? Hein, manifestement, non. Hein, bon, on non, se rend non, compte c'est que sûr. Bah, et puis même par rapport aux expériences, les enfants qui se rappellent de leur vie, c'était sur la Terre, ce qu'ils se rappellent. Donc en fin de compte, c'est qu'ils ont alors, déjà été. oui, en général, oui, mais Oui. alors évidemment, quand c'est sur la Terre, c'est vérifiable. Mais il y a des cas de réminiscence où ils disent, ben, j'étais pas sur la Terre. Oui, oui, d'accord, oui. Voilà, là, C'est là, c'est évidemment, un peu plus compliqué. on peut pas vérifier de la Ah même ben oui. façon. Mais il y a des cas, il y a des réminiscences, effectivement, où
Et il y a d'ailleurs un livre qui a été fait par intitulé Des Indes à la planète Mars, par un auteur suisse, mais qui est très critique par rapport à la réincarnation, hein, parce que bon, il avait effectivement un sujet qui, en la faisant régresser dans ses vies antérieures, elle a commencé à décrire des vies qu'elle avait sur Mars, y compris elle a commencé à parler en martien. Enfin bon, voilà, Ouais, c'était un cas, disons, un peu exotique, hein, parce ouais, que dans les objections que, par contre, les spiritualistes qui croient pas en la réincarnation avancent contre la réincarnation, eux ils disent, en fait, c'est pas l'enfant qui se rappelle de sa vie antérieure, mais c'est l'enfant qui est influencé par un esprit qui va lui faire croire que c'était sa vie ah oui, antérieure à alors, lui. ouais. Ouais. Bah, oui et non, Oui, mais c'est une Michael. C'est une éventualité. explication qui Enfin, est je me Voilà, dis, ça peut possible. être, oui, voilà. que ça Ouais, peut être, non, mais je sais ouais. pas, je me dis, oui, ça peut être tiré par les cheveux quand même, un peu, mais bon, Oui, oui, non, ça d'accord, se oui, dans ce pourrait sens-là, aussi, hein, ouais. qu'un esprit, Ouais, pourquoi ouais. pas, hein, après, hein. Mm. C'est une Oui. explication. Elle n'est pas aussi simple, Non, hein. non, elle est pas simple, oui, c'est ça, Voilà. oui, c'est Et ça. ensuite, là où il faut commencer à tirer par les cheveux, c'est les marques de naissance, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, là, il faudrait dire oui, mais en plus cet esprit, Hmm. il arrive à influencer celui qui se réincarne pour Oui, lui faire des marques de naissance qui correspondent. Enfin bon, là, ça devient un peu plus tiré par les cheveux. D'accord. Oui, 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 quand même. Donc c'est toujours pareil. C'est une explication qui peut expliquer certains cas, mais pas tous. Pas tous, ouais. Hein, et l'explication qui marche de, pour tous les cas ou presque, hein, parce que on peut pas exclure complètement cette explication d'un esprit qui vient influencer une personne en lui faisant croire que c'était sa vie antérieure. Donc, certains cas peuvent effectivement s'expliquer aussi par cette explication-là. Mais ceux qui peuvent pas être expliqués par cette explication peuvent l'être par la réincarnation. C'est-à-dire, la réincarnation ne rejette pas l'hypothèse alternative, mais elle dit cette hypothèse n'est pas valable dans tous les cas. D'accord? Mm. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur la réincarnation? Bon, il est vrai tu as fait plusieurs émissions sur la réincarnation, hein, si les Ouais, auditeurs peuvent se reporter sur les on différents en a déjà podcasts. parlé, ouais, la Euh, xénoglossie, hein, ouais, la personne qui parle des langues qu'elle n'a pas connues dans ouais, cette ouais, ouais, vie, et puis aussi, les ouais. idées innées, les Mozart avec des enfants tout jeunes qui écrivent déjà Mm. des symphonies, enfin, après, il y a plein d'autres éléments dans le sens de la réincarnation, hein. Bien sûr. Voilà. Et surtout aussi après l'argument philosophique qui consiste à dire le but, et ce que les spiritualistes d'ailleurs admettent, c'est de la réincarnation, c'est l'évolution de l'âme, hein. On se réincarne pour évoluer. Ouais, pour Et évoluer. donc, on voit qu'il y a des âmes à différents degrés. Il y a des âmes encore assez primitives, assez basses, assez médisantes, mauvaises, orgueilleuses et tout. Il y en a d'autres qui sont un peu plus avancées. Quelle est la différence entre les deux? Ben, c'est que voilà, il y en a une qui, au long des réincarnations, a plus travaillé que l'autre, hein. Donc, on a un argument philosophique qui concilie toutes ces inégalités qu'on peut voir sur la Terre avec un Dieu qui est infiniment juste et qui donc est censé donner les mêmes occasions à tout le monde. D'accord? Donc la réincarnation permet, c'est vraiment un élément clé qui permet de Ouais. résoudre cette contradiction apparente, hein. Voilà. Donc là, évidemment, si la réincarnation, c'est aussi, il peut pas y avoir de réincarnation sans âme. D'accord? Donc s'il y a réincarnation, ça veut bien dire qu'il y a des âmes. Et donc le troisième phénomène principal, c'est donc les expériences de mort imminente. Donc ça, on trouve des récits, hein, des siècles passés, hein, ça existait déjà avant Raymond Moody, mais Raymond Moody, il a quand même eu ce mérite de dire, ben, il a écouté des gens, C'est ça. Tu as eu la il a pris des patience, notes, il a eu la effectivement. patience, il a commencé à comparer, il a écrit un bouquin, alors que le truc il était pas du tout dans l'air au moment où il a écrit son bouquin. C'était quand même le premier à jeter un pavé dans la mare, hein, de Mm. dire, bah regardez, bizarrement, il y a plein de gens qui, en passant par des expériences de mort imminente, racontent des choses dans lesquelles on retrouve plein de points communs.
alors que ces gens-là ne se connaissaient pas, ne se sont jamais C'est concertés ça. entre eux. Hein. Ça me rappelle la première lecture de ce bouquin quand je l'ai lu. Ouais, Voilà, effectivement, voilà. ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Et donc là, en fait, alors aujourd'hui, si vous voulez, quelqu'un qui fait une expérience qui fait un témoignage d'expérience de mort imminente, on peut toujours le suspecter. Ah oui, mais il dit ça parce qu'il a lu le livre de Raymond Moody. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Le doute est légitime. Hein. C'était Ouais, pas oui, le oui, cas bien sûr. à l'époque pour les premiers, mais aujourd'hui, que tout le monde le sait, le doute est légitime. Hein. Par contre, quand ces expérienceurs donnent et indiquent des choses qui peuvent être vérifiées de façon objective, là, on retrouve l'authenticité. Hein. Ouais, ouais. Et donc là, il y a plusieurs cas. Hein. Le cas de la personne à qui on avait égaré le dentier et Ouais. qui disait, quand une infirmière ou une aide-soignante était venue dans la chambre où il était après sa réanimation, dit, ah bah c'est vous. C'est vous qui avez pris mon dentier et qui l'avez mis dans un tiroir qui était situé dans le coin de la salle d'opération ou de la salle de réanimation. Ils sont allés voir, effectivement, le dentier était là-bas. Hein, donc là, on voit vraiment qu'il a perçu quelque chose et qu'il a reconnu une personne. Hein. Donc c'est un élément objectif. Après, il y en a d'autres qui arrivent à dire ce qui s'est passé dans les pièces à côté. Ils La arrivent caisse, ouais, à côté. à relater Les numéros de la table d'opération, la marque même, etc. voilà, Oui, ouais. ils arrivent aussi à relater les conversations qu'il y a La eu entre les conversation, ouais. médecins et ce qui s'est passé. Ouais. Ils ont renversé une chose, alors que à ce moment-là, le cerveau qui soi-disant génère la conscience, hein, d'après les matérialistes, fonctionnait pas. L'électroencéphalogramme, il était plat. On est Et bien il était d'accord. plat. Ouais, ouais. Donc, toutes ces perceptions qui peuvent être vérifiées, hein, et qui ont été rapportées à Raymond Moody par ses expérienceurs, ben, on voit il y a des aspects objectifs derrière. Et comme le corps et le cerveau ne fonctionnaient plus, on ne peut pas expliquer ces perceptions euh, par le fonctionnement du cerveau, ou même, comme certains le disent, oui, mais c'est quand le cerveau il est plus oxygéné que ce genre de choses se produisent et que après il se rappelle. Enfin bon, là pareil, il faut déjà commencer à tirer par les cheveux, comme tu dis, Michael, hein, pour aller dans le sens de ce genre d'explication. Donc, les expériences de mort imminente, effectivement, c'est quelque chose d'assez fort. Donc, il y a ces éléments objectifs qui peuvent être vérifiés. Et il y a aussi, donc ça c'est surtout l'étude de Pim van Lommel, hein, qui est analysé les personnes, quel était leur profil psychologique avant et quel est leur profil psychologique Oui, après, et qui montre changement. Ouais. qu'elles ont complètement changé. Hein. Complètement, c'est plus les mêmes personnes. Hein. Des personnes qui ont absolument plus peur de la mort, ou vraiment qui ont été complètement retournées par cette expérience. Donc, qui pour elles a vraiment une réalité objective et qu'on arrive à mesurer justement par l'évolution du profil psychologique de la personne. Mm. D'accord? Donc, les EMI, ben, hein, ces perceptions, ce que la personne a perçu, entendu ou vu avec le dentier et tout, c'était pas avec les yeux, avec les oreilles du corps physique, puisque ça ne fonctionnait plus. Hein. Et ça, on le retrouve surtout dans le livre de Eben Alexander, hein, qui était lui-même neurochirurgien, qui a vu les scanners, les IRM de son cerveau pendant sa maladie, qui était une méningite grave, hein. Et donc un cerveau qui était complètement inopérant au moment où il a eu des expériences riches et variées. Hein. Et une autre caractéristique des EMI, c'est justement l'âme sort de l'espace-temps. Hein. En général, on met quelques secondes, voire quelques minutes, hein, au maximum pour réanimer la personne. Sinon, après, c'est trop tard, on peut plus la Après, c'est réanimer. trop tard, hein, Hein. c'est sûr. Et Ouais. pourtant, la personne, elle a l'impression, elle a vu un guide, elle a passé un tunnel, elle a dit plein de choses, elle a vu plein de trucs, elle est allée à plein d'endroits, donc qui demande un temps qui est largement supérieur, hein, au temps où elle était effectivement en arrêt cardiaque respiratoire avec un électroencéphalogramme plat. Donc, c'est là où il y a justement ce lien, ces observations qui peuvent être faites, de dire
Ben, effectivement, toutes ces perceptions ne peuvent s'expliquer que par l'esprit en dehors de l'espace-temps, en dehors de nos 4 dimensions usuelles. C'est vrai, Et là, c'est toujours étonnant cette histoire de compression de temps dans ces cas-là. voilà, voilà. Et c'est là où un autre physicien, Régis Dutheil, hein, il a écrit ses livres L'univers superlumineux et l'homme superlumineux. Et donc, je crois que c'est l'homme superlumineux qu'il a écrit en co-auteur avec sa fille, hein, Brigitte Dutheil, où il fait justement le parallèle entre tout ce qu'il a découvert par ses raisonnements qui sont uniquement partis d'une hypothèse de considérer qu'il existe des formes de matière superlumineuses, donc de la matière qui n'est pas limitée par la vitesse de la lumière, donc autrement dit, encore une fois, de la semi-matière ou de la matière en dehors de l'espace-temps, hein. Et il est arrivé à plein de constatations, notamment que la notion du temps dans cet univers superlumineux, c'est pas du tout la même. Il y a plusieurs formes de temps. Il y a un temps qui ressemble au temps linéaire qu'on a dans l'espace, dans notre espace-temps quadridimensionnel. Mais il y a une deuxième forme du temps qui est plutôt, qu'il appelle le temps vécu, hein, qui représente le niveau d'évolution, qui représente tout un tas de perceptions, justement en dehors de l'espace-temps. D'accord? Et donc, c'est là où il a fait des parallèles aussi, l'impression de passer par un tunnel, etc. Donc, c'est une étude que je trouve très, très intéressante et pionnière, hein, qui montre ce à quoi peut arriver un scientifique uniquement en sortant de ce dogme matérialiste, uniquement en raisonnant logiquement et rationnellement à partir d'une hypothèse qu'il existe des formes de matière différentes de celles qu'on connaît. D'accord? Donc voilà, les EMI et puis toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir. Alors pourquoi les EMI sont tellement populaires, hein? Pourquoi est-ce que c'est Sonia Barkala, je crois, qui réunissait Oui, entre autres, oui. des congrès à Martigues ou je ne sais où, il y avait plus de 10 000 personnes, quoi. Elle arrive à remplir des salles beaucoup plus que nous, les C'est énorme, quand même. C'est vrai. Ben, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fort, quoi, oui. hein. C'est vraiment quelque chose qui interpelle et qui secoue. C'est orchestré par le monde spirituel, hein. Nous, je pense que Spirit, on communique pas assez sur les EMI pour justement prouver. C'est une des meilleures preuves de l'existence de l'âme. Elle était venue aussi chez Jean-Claude Carton, justement, à cette époque-là aussi. Voilà. Oui, plusieurs fois. Oui. Voilà. Donc, alors, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je regarde vite fait les petites notes que j'avais prises. En tout cas, par rapport à déjà, ça fait beaucoup d'informations, hein. Merci. Ça fait déjà beaucoup, ça fait déjà. Ah oui. Avec donc ça, la conclusion, c'est de dire, il y a une convergence de phénomènes et de preuves qui est tellement forte aujourd'hui que il est temps que nos scientifiques se mettent à étudier la chose de façon sérieuse. C'est vrai que ça serait bien. Sorte de ce dogme matérialiste qui est absolument pas prouvé, quoi, qui est juste un verrou, comme dit Philippe Guillemont, hein, c'est les 4 barrières ou obstacles, hein, donc qui sont le déterminisme, le matérialisme, le hasard et puis la causalité, quoi. Il faut couper les cadenas. Il est temps d'en sortir un petit peu, peut-être même l'un après l'autre, hein, si on veut pas sortir les quatre à la fois. Pas tout en même temps. Il y en a un, en sortant de l'un, on va assez vite sortir de l'autre. Verrou après verrou. Voilà. De se pencher sérieusement sur ces questions, parce que nous, Spirit, c'est sûr, oui, l'âme existe, hein, personnellement, j'en suis autant convaincu que du fait que la Terre et la Lune s'attirent, hein, que de l'attraction universelle. On ne connaît pas l'élastique, on ne connaît pas le graviton, on ne sait pas ce que c'est que cette attraction universelle, mais elle existe, hein. Ben, c'est pareil pour l'âme. Oui, c'est ça qui est intéressant. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais elle existe, c'est sûr. Mais oui, voilà, l'expliquer, c'est différent. Et surtout, c'est la vision qu'elle donne, hein, le fait que on a une âme, ok, mais d'où elle vient? Ah ben oui, elle se réincarne. Ah bon, et elle va où après la mort? Et dans quelle situation elle se trouve? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle n'est pas heureuse? Tu vois, toute la philosophie, toutes les conséquences morales qui en découlent. C'est ça.
ont tendance à nous donner, à nous pousser vers le bien, quoi. Oui, oui. À nous motiver à travailler contre l'égoïsme, à travailler contre les guerres, à travailler contre la corruption, à se réformer soi-même pour couper le plus possible par rapport à toutes ces choses qui nous accrochent à la matière et qui nous empêchent d'évoluer vers le Ouais, c'est bonheur. ça. Hmm. Hein, c'est la vision philosophique qu'il y a derrière qui est tellement belle, tellement positive, tellement cohérente, qui donne tellement de force pour faire face aux difficultés de la vie. Hein. Eh ben voilà, c'est hein, les religions, elles y arrivent de façon limitée parce que les personnes, qu'on le veuille ou non, il y en a qui ont la foi, qui, hein, mon grand-père ou ma mère, qui sont des personnes qui font énormément de bien, qui n'ont pas besoin d'aller plus loin et tout. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent plus, en face aux contradictions de l'Église et parfois les exemples qui sont donnés qui sont pas en phase avec l'enseignement, ben, ont beaucoup plus de difficultés à l'accepter et puis passent un peu à côté de tous ces bénéfices, de tous ces avantages. Hein. Mm. D'où ce que je disais tout à l'heure, le fait de se situer, euh, non pas de rejeter les religions, hein, c'est pas ce que je dis, Non, mais non. de se situer plutôt sur un terrain laïque, et un terrain d'observation logique et rationnel, neutre et universel. Voilà. Mhm. Bah, ça fait beaucoup d'infos. En tout cas, c'est bien. Oui, Merci Charles, parce c'est que bien. ça fait Merci à toi, Charles, en tout cas. vraiment Ouais, ouais, super Encore des émission. questions, hein, en fait. Ah, je sais pas, ouais, il y a des questions? voilà. Ouais, alors y a-t-il un intérêt réel à avoir connaissance de vie antérieure Ah oui. de Jean-Marie et Ah, Véro? Alors Merci Jean-Marie. Oui. on a déjà parlé oui, de ça. ouais. Non. Moi, personnellement, pour ce qui me concerne personnellement, il y en a pas. Je veux Bon, pas. bon, Hein, moi je non veux pas plus. Hein. savoir les bêtises que j'ai fait dans les vies antérieures. C'est Par vrai contre, que ça veut dire, il y a des thérapies régressives qui aident énormément les personnes à se défaire de certaines phobies. oui, j'allais Donc, te le dire pour les phobies. Bah d'ailleurs, Léon Denis, il en parfois, parle aussi de ça. voilà, parfois il peut y avoir un intérêt, un bénéfice à aller comprendre des choses, mais Mm. il faut, encore une fois, faut pas le faire de façon incontrôlée. Il faut que ce soit par des Oui. thérapeutes qui, à partir du moment où on détecte le traumatisme qui cause la phobie, savoir quoi faire avec et faire de sorte que la Oui, phobie parce que ça, les disparaisse. Hein. thérapeutes, pour ça, c'est Voilà. pas évident. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, voilà, connaître nos vies antérieures, non. Ce qui nous vient par l'intuition, donc suggéré par nos guides, et ce qui nous vient aussi lorsqu'on observe, quand on cherche à se connaître soi-même et à Hmm. voir les défauts et les mauvaises tendances qu'on peut encore, ou les bonnes tendances hein, qu'on peut encore avoir, ça nous donne suffisamment d'éléments qui dispensent d'en savoir plus. Hein. Moi, en tout cas, c'est le cas. C'est pas la peine d'aller plus loin. Faut Oui, laisser faire la nature. Hein. Parfois, de temps en temps, comme Léon Denis le dit, cette connaissance de soi, ça demande une introspection, ça demande un effort de notre part. C'est c'est là où ces sûr. choses filtrent. Mais c'est pas la peine d'aller trop loin non plus, hein, d'aller jusque dans les vies antérieures. La plupart du temps, ça sert à rien. Alors, l'autre intérêt d'aller dans les vies antérieures par les phénomènes de régression, c'est justement de prouver la réincarnation et l'existence de l'âme. Hein. Mm. Mais bon, voilà. Sinon, pour nous, si on oublie nos vies passées, c'est pour notre bien. Voilà. Je pense. Alors, ensuite, il y a Sandro. L'impression de connaître quelqu'un ou un lieu alors qu'on le Ah, voit pour la première fois, tout à fait. Ça fait ouais. partie de ces réminiscences, hein, donc qui prouvent que on n'a jamais été dans ce lieu-là dans cette vie, mais qu'on y a peut-être été, ou même probablement, ou même certainement été dans une vie antérieure. Voilà. Ça fait partie des phénomènes de réminiscence. Ensuite, une autre question de Jean-Marie et de Véro. Est-ce que l'EMI se fait en compression du temps? On rejoint le quantique. Alors oui, ben voilà, Ouais. tous ces questionnements que j'ai un petit peu effleurés aujourd'hui par rapport à la notion du temps, hein, qui sont aujourd'hui remis en cause, hein,
le futur influe sur le présent, que le futur existe déjà, le passé, le présent et le futur se confondent, voilà, qui nous font comprendre que, ok, ici, sur la Terre, on est quand même dans l'espace-temps, c'est un monde causal, hein, où c'est le passé qui influe normalement sur le présent, les lois de cause à effet, voilà, il y a plein de choses qu'on arrive à déterminer, mais quand on est dans notre espace-temps. Mais dès qu'on en sort un peu ou dès qu'il y a des interactions avec ce qui est en dehors de l'espace-temps, c'est vrai que là, la programmation de la réincarnation, donc le futur qui est déjà déterminé, qui joue sur notre intuition, les phénomènes de synchronicité qu'il nous faut comprendre, la voie qu'il faut suivre, etc. Hein. Donc, tout ça, ce sont des choses qui se passent en dehors justement du temps. Et l'EMI, c'est pareil. Les rêves aussi, hein, on pourrait dire. Alors, il y a une Oui, citation, attendez, je vais essayer de vous la retrouver, ouais. Mm. qui vient de Bergson. Alors, à quoi sert le temps? Ah, Ne serait-il pas le véhicule de la création et de choix? L'existence du temps ne prouverait-elle pas qu'il y a de l'indétermination dans les choses? Hein? ouais. Oui. Donc, voilà, hein, C'est parlant, je pense. Oui, hein, c'est ça. Ouais, je pense aussi. ça fait partie de toutes ces questions qu'on se pose. Hein. Mm. Alors, il parle d'autres physiquement. Hein. Le Oui. temps est fondamentalement réversible. Le futur est déjà là. Donc ça vient de Thibaut Damour, hein, D'accord. qui est un spécialiste de la relativité. Un autre qui s'appelle Carlo Rovelli qui disait le temps n'existe pas. Hein. Nous devons apprendre à penser le monde non comme quelque chose qui évolue dans le temps, mais d'une autre façon. Ah oui. Hein. Étienne Klein aussi, qui est bien connu. Qui est bien, oui, Ouais, voilà. bien connu. Hein. C'est Ouais, ça. Voilà, l'idée que le futur existe déjà, que c'est une authentique réalité, mais pas complètement configurée, pas intégralement définie, qu'il y a encore des espaces pour la volonté, le désir, l'intention. Hein. Ne serait-il pas temps de commencer à coloniser intellectuellement l'année 2050? Ah, Ah ben d'accord. Qu'est-ce qu'on voudrait pour 2050? Et puis à partir de là, hein, avec nos intentions, projeter quelque chose sur le futur qui ensuite va, par la rétrocausalité, si on en croit Philippe Guillemont, agir sur le présent, quoi. Oui. Oui, oui. Et il a beaucoup parlé dans les conférences au niveau de la pandémie. Qu'est-ce que c'est que la pandémie? Il dit c'est un avertissement du futur qui ouais. nous, par l'épreuve de la pandémie, nous pousse à réfléchir. Est-ce que c'est bien ce futur-là qu'on veut? Hein? N'empêche, ça a été le cas. Hein. Donc ça a fait réfléchir. Ouais, ça, il y a du sens. Hein? Ouais, tout à fait. On se reconnaît très bien hein, dans toutes ces choses. Oh, tout à fait. Voilà. Eh ben merci Voilà. Charles, hein, vraiment. Mais de Merci. rien, merci à vous. C'était bien. Et puis merci à tout le monde, hein, bien sûr, À de tout le monde, nous avoir ouais. écoutés. Et puis, Voilà. Et puis on aura une suite. Voilà, une suite toujours sur les esprits dans la prochaine émission. il y a une suite après, alors d'accord. Ah ben ça marche. Alors, Eh ben, d'accord. attendez, il y a une petite question qui arrive au dernier Ah oui, moment. ah ben oui, vas-y. Jean-Yves, que pensez de la chanson de Pierre Bachelet, Marionnettiste? Marionnettiste. Tu me fais faire un tour de piste, mais où je vais, je n'en sais rien. Ah. Ben, Ouais, ça dis-moi c'est. tout, marionnettiste. Tu me fais faire un tour de piste. Oui, c'est mais ça. où je vais, je n'en sais rien. Ouais, Ça a marché en tout cas. Hein. Oui. Tu vois, tu nous fais faire la. Ah bah c'est pas mal Jean-Yves, merci. Hein. Ça Ouais, fait ouais. plaisir. Il fait un tour de piste, mais alors qu'est-ce qui va se passer dans les étapes suivantes de sa vie? Effectivement, on le sait pas. Ouais, Et c'est pourtant, ça. c'est déjà programmé. Hein, c'est ça on l'a programmé avant de se réincarner. Hein, donc ça vient pas dans notre conscience. Non. Il faut qu'on aille, et si on veut en savoir un peu plus, hein, le chercher en dehors de l'espace-temps. Et comme le dit Philippe Guillemont, c'est aussi une image qui est pas mal, hein, l'arbre de vie. Quand on part du tronc, au bout d'un certain moment, il y a des branches, il y a des bifurcations. Ben Alors, qu'est-ce qu'on oui. fait? On va à droite, on va à gauche. Allez, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Et puis en plus, cet arbre, il dit, l'arbre, il change tout le temps. Hein, parce qu'il grandit, on le coupe, il repousse. Et donc, au fur et à mesure
de notre évolution, la configuration change, quoi. C'est Mm. un arbre dynamique, comme il dit. Oui, oui. C'est Voilà. ça. Et donc c'est là où intervient justement notre libre arbitre, hein. Les possibilités qui s'offrent à nous, et puis notre libre arbitre qui fait que par l'intuition, on choisira les signes qu'on reçoit, hein, l'intuition ou les synchronicités ou autres, nous poussent plutôt dans le sens qui était prévu, ou plutôt dans l'autre sens, ou nous préviennent quand on va dans la mauvaise direction, etc. Voilà. Eh ben, merci à tous. Très bien, merci. Dormez bien. Dormez bien. Et puis à bientôt. bientôt. Merci. Merci. Bienvenue sur la radio du Lotus. Fidèles auditeurs de la radio, venez nombreux à l'écoute des émissions sur la philosophie spirit. Avec notre ami Charles Kempf, du mouvement spirit francophone. Le mardi soir, à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. tlk.io/radio du Lotus.